à Ziguinchor. Et qu'est-ce qui s'est passé réellement samedi? À suivre notre enquête, l'affaire ressemble plus à un règlement de compte entre coupeurs de bois et populations autochtones qui disent vouloir protéger leurs forêts. Une bonne nouvelle pour les automobilistes, ouverture à Dakar aujourd'hui d'un deuxième centre de contrôle technique des véhicules. Dans l'actualité, il y a aussi ces perturbations prévues cette semaine dans les écoles publiques, mouvement d'humeur des enseignants. Le grand journal sur RFM, l'actualité internationale, sera présenté par Sornana Tambaï. Au Niger, sitôt ouvert, sitôt reporté, le procès des militaires accusés de tentative de putsch a été renvoyé au 23 janvier prochain. Un report à la demande des avocats. Le Tchad dans une situation économique désastreuse après la baisse des salaires des fonctionnaires, une augmentation des prix du carburant. L'opposition demande au gouvernement de revenir sur ces mesures alors que d'autres parlent de décisions inévitables presque imposées par le Fonds monétaire international. À suivre le journal des sports de Youssouf Bodian. Football, préparation de la Coupe du Monde 2018. Le planning des Lions dévoilé cette semaine. On connaîtra les adversaires des Lions en amical sur la route de Russie. Philippe Coutinho a finalement passé sa visite médicale au FC Barcelone ce matin. Le troisième joueur le plus cher au monde est toutefois arrivé blessé et devrait être absent au moins 20 jours. Et puis basketball, le championnat féminin va se jouer en poule unique pour cette saison qui démarre le week-end prochain. Pourquoi ces changements? Vous entendrez le directeur technique national. En fin d'édition, la rubrique au point de vue consacrée aujourd'hui aux derniers événements en Casamance. RFM Midi. Babacar Fall. Bonjour et bienvenue à tous. On en sait davantage sur la tuerie dans la forêt de Bofa-Bayotte, les 13 coupeurs de bois tués par des hommes armés. Bonjour Georges Dété-Diop. Bonjour Babacar. Ce qui s'est passé, ce n'était pas si imprévisible que ça. Oui, des personnes bien au fait de la situation en Casamance répondent par l'affirmative. L'on confie que la situation était prévisible et n'a pas surpris et tout serait lié à un vaste système d'exploitation commerciale du bois de teck dans la forêt classée de Bayotte, le trafic de bois qui a conduit depuis plusieurs semaines à la mise sur pied de comités villageois de surveillance pour chaque localité et un comité intervillageois regroupant les villages directement concernés par ce trafic de bois. Toubacouta, Bourofay, Baïnouk, Bourofay, Diola, Tranquille, Baraf, Boukot, Mankagne, Bofa, Bayotte, Mpak, entre autres localités. Problème, les comités déterminés à protéger la forêt, aidés en cela par une haute autorité militaire, se sont heurtés à ce que le MFDC a appelé un réseau prêt à casser les efforts du commandant en question. L'homme préfère taire son nom et du comité de surveillance villageois. Le 5 décembre seulement, le MFDC, dans un communiqué, pointé du doigt des autorités administratives. La coupe a été considérée pleine avec l'affaire de l'arrestation d'un trafiquant de bois, Malik Diarra, en novembre. Trafiquant ménager, les membres du comité qui l'ont arrêté emprisonné. Le MFDC Babacar alertait que cette situation risque d'avoir, d'ici un délai très proche, des conséquences énormes sur la situation d'accalmie à Ziguinchor. Et voilà ce qui est arrivé. Arriva. Alors donc la tuerie à Bofaï-Bayotte, c'est plutôt en partie, en tous les cas, une répression des représailles d'autochtones qui se battent, selon leurs propres termes, pour la défense de leur forêt. Et on l'a dit, et Ali Haïdar le confirme, il revient sur les antécédents évoqués plus haut et qui ont abouti à l'emprisonnement de villageois membres du comité de surveillance. Mais ça fait très longtemps qu'il y a des grandes zones qui sont contrôlées par les forces du MFDC. Aujourd'hui, il y a une réelle accalmie. Et dans son discours, le président de la République a répété qu'il est un homme de paix, un homme de dialogue. Donc maintenant, il revient de construire cette paix avec nos amis qui sont dans la forêt pour avoir une paix durable. Cette affaire-là n'est pas une affaire casamançaise, c'est une affaire de trafiquants qui ont rencontré des populations exaspérées. Et je rappelle qu'il y a des communiqués du MFDC qui ont dit qu'ils interdisaient de couper le bois chez eux. Ils sont malins parce qu'ils se disent, mais s'il n'y a plus de forêt, nous, on va se cacher où, premièrement? Deuxièmement, il y a eu un camion qui a été brûlé par eux sans qu'il y ait une mort d'homme, mais le camion et sa cargaison de bois de veine a été brûlé. Donc, ils ont donné des signes. Quand vous rentrez dans une zone contrôlée par ces gens, il faut leur autorisation. Et en plus, cette histoire, elle est d'autant plus dramatique. Je suis désolé de ce qui s'est passé. Ces populations-là étaient en train de garder la forêt. Un trafiquant a porté plainte contre eux et eux se sont retrouvés en prison. Quand ils sont sortis de prison, ils ont dit, bon, maintenant on va régler nos comptes nous-mêmes.
Et ils l'ont fait. Je rappelle que le même cas s'est passé à Médina Yoro Fula. Et aujourd'hui encore, pendant que je vous parle, des jeunes sont dans la prison de Kolda. Pourquoi? Parce qu'ils essayaient de défendre leur forêt. Il faut que notre armée prenne ces choses-là en main. Il faut que le ministère de l'Intérieur prenne ces choses-là en main. Parce que simplement, c'est eux qui ont les moyens d'être présents sur le terrain. C'est pas les eaux et forêts. Le ministère de l'Environnement ne représente que 1% du budget national. Et d'ailleurs, je crois que c'est descendu à 0,8. Nali Haïdar, le MFDC déclarait qu'il est temps que les populations casamançaises s'érigent pour préserver leurs forêts et cela se ferait bientôt. La réaction ne va pas tarder. Tout cela était connu. Elle n'a pas tardé. 18 jeunes abattus Babacar dans un communiqué attribué au MFDC et confirmé par nos sources. Le mouvement s'en lave les mains et demande aux autorités d'orienter leurs enquêtes vers des autorités administratives locales à Ziguinchor. On peut ajouter cette question, défendre la forêt, est-ce que ça peut justifier ce carnage? Merci Giorgio Diop. Où en est l'enquête justement, l'enquête sur ce qui est arrivé samedi? L'armée recherche activement des auteurs de cette attaque de Bofa Bayotte. Réunion ce matin à l'état-major à Dakar pour mettre en œuvre d'autres mesures sur le terrain. Là-bas en Casamance, le colonel Abdou Ndiaye, le chef de la direction des relations publiques des armées. En ce qui nous concerne, nous les forces armées, donc la situation se poursuit. Donc des mesures ont été prises et continuent d'être prises. Hier déjà, il y avait une réunion à l'état-major général des armées. Ce matin, idem. Les instructions du chef d'état-major général des armées sont claires et fermes. Il s'agit de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour retrouver le plus rapidement possible les auteurs de ces crimes. Est-ce que vous avez des pistes, des indices concernant les auteurs de cette attaque? Pas encore. Le moment venu, nous allons communiquer là-dessus. Des actions sont en cours. Avant-hier déjà, la nuit, le chef d'état-major avait réuni son état-major. Hier, idem. Et aujourd'hui, ce matin également, nous sortons d'une réunion où des instructions donc fermement ont été données. Et les actions sont actuellement en cours. Au vu de ces mesures prises, est-ce qu'on peut penser que l'arrestation de ces auteurs de l'attaque n'est qu'une question d'heure ou de jours? Inch'Allah, si Dieu le veut bien. Le colonel Abdou Ndiaye était interrogé par Elhadj Ndiogou Diène. L'armée bissau-guinéenne aurait été mise à contribution aussi pour mettre la main sur les assassins. Nous avons appris ce matin que les autopsies sont déjà effectuées sur les corps des 13 victimes. Les certificats de genre de mort devraient être établis dans la journée. Les familles devraient pouvoir récupérer les dépouilles pour inhumation. Ces 13 personnes tuées dans ce massacre, elles sont toutes des résidents de la commune de Ziguinchor. Le deuil national de 2 jours à compter de ce matin, il est respecté à Ziguinchor. Notre correspondant Lamine Ba. Centre-ville de Ziguinchor ce matin, le constat frappe à l'œil nu. Les drapeaux sont en berne dans les services administratifs de la gouvernance, en passant par le tribunal départemental, l'inspection d'académie jusqu'à la brigade de gendarmerie. Foulard noir enroulé autour du cou, Elhadj Diallo, que nous avons rencontré dans une rue qui longe la préfecture de Ziguinchor, dit observer le deuil national décrété par le chef de l'État. J'ai porté tout noir, pour moi, un signe de deuil national, pour respecter le deuil, quoi. C'est une très bonne idée. C'est un point de vue similaire que nous retrouvons chez Pauline Sagnan, une jeune vendeuse travaillant pour un opérateur de téléphonie mobile. Bien qu'occupée à faire écouler les produits qu'elle a entre les mains, elle a à l'esprit qu'il faut respecter le deuil, nous dit-elle. Aujourd'hui, tout le monde doit être triste parce que c'est vraiment touchant. Les gens qui sont partis travailler et on les tue, vraiment, c'est vraiment désolant. Oui, je suis d'accord, c'est normal parce que quand tu as ton peuple qui est en deuil, tu dois compatir. C'est normal. Elle recommande même aux jeunes de renoncer aux activités récréatives pour se conformer à l'esprit du deuil. J'appelle tous les jeunes qui sont en fait de tout laisser pour ces 2 jours. Les circonstances dans lesquelles sont assassinées les 13 personnes méritent qu'on leur accorde un instant de recueillement, pense de son côté Babacar. Quelqu'un qui part en combat sur le terrain brûlé, de quoi satisfaire ses besoins, il périt sur les combats, là, je pense que ça mérite vraiment un hommage à cette population. Deuil national donc bien respecté à Ziguinchor, 2 jours après le massacre de Bofa Bayotte. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Cérémonie de recueillement ce matin à l'université Hassan Sek de Ziguinchor. Le recteur, le professeur Kourfia Keba Diawara, au micro de Lamine Ba.
Cet événement est d'autant plus douloureux que c'est des jeunes qui sont pour l'essentiel concernés. Cet événement est d'autant plus douloureux que c'est un quartier à proximité de l'université qui a perdu l'essentiel des victimes. L'université Assane Seck a tenu à mettre le drapeau en berne tel que indiqué par le président de la République. L'université Assane Seck a tenu à présenter ses condoléances à l'ensemble de la communauté, à l'ensemble du Sénégal. L'université Assane Seck tient à préciser et à dire de vive voix que ça suffit. Nous avions l'espoir, mais cet espoir ne saurait être compromis. L'université Assane Seck dit que la liste a été longue, mais aujourd'hui il n'y a plus de place pour continuer cette liste. La page est remplie en recto et en verso. Cela suffit. Nous ne pouvons pas nous permettre, nous ne pouvons pas nous donner le luxe de continuer d'ôter la vie à nos propres jeunes. Cela suffit. Et l'université Assane Seck a tenu à le dire de vive voix, de condamner fermement ce qui s'est passé, de dire et d'insister là-dessus que nous ne pouvons plus continuer à ôter la vie des hommes de nos propres jeunes. Kourfia Keba Diawara, le recteur de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Des nouvelles des blessés. 3 ont été évacués par avion militaire à Dakar. Le directeur de cabinet du ministre de la Santé leur a rendu visite ce matin. L'État a pris en charge les frais médicaux. Merci d'écouter le grand journal sur RFM midi 11. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Babacar Fall. Et l'AIBD qui n'en finit pas de faire parler de lui, les habitants d'une 50aine de villages des communes de Diass et Kermoussa ont manifesté leur colère. Depuis que le nouvel aéroport est ouvert, ils se sentent menacés d'une expropriation. On leur interdit déjà d'arrêter tous travaux de construction, cher Anta Diop. Une mobilisation exceptionnelle des populations venues de plusieurs villages des communes de Diass et Kermoussa. Landou, Touli, Kassoratch, Kachelit, Mbadat, Djambor, Khinin, entre autres, ces villages sont autour de l'aéroport international Blaise Diagne. Les populations n'y vont pas par 4 chemins pour désigner la DESCOS et des bailleurs de fonds comme étant les responsables de leur malheur. Souleymane Diouf, le représentant de la commune de Diass. La surveillance et du contrôle des sols est venue jusqu'à l'intimité de nos familles. Les gens ne peuvent plus avoir des autorisations de construire. Elle interdit même de construire un mur de clôture pour un champ, une parcelle à usage d'habitation. Cette direction distribue des convocations à des pères de famille. Ils disent que nos familles occupent illégalement ces terres et que nous sommes dans l'emprise de l'AIBD. Depuis quand l'AIBD va au-delà de son mur de clôture qui délimite les 4500 hectares. Qu'on nous dise ce qui est derrière cet acharnement. S'ils ont vendu nos terres à des privés, qu'ils nous disent. Il n'y a aucun village actuellement, que ce soit dans la commune de Kermoussé ou dans la commune de Diass qui sont dans l'emprise de l'aéroport. Il n'y en a pas. Le collectif des populations de Diass et Kermoussa interpelle le chef de l'État et les autorités administratives de la région sur la situation qui prévaut dans ces localités. Nous interpellons le président de la République, M. Macky Sall, le premier ministre, le gouverneur de Thiès, le commandement de la gendarmerie sur cette situation. Ces populations de Kermoussa et Diass menacent d'organiser une marche prochainement pour se faire entendre. RFM Thiès, cher Anta Diop. Le système éducatif va connaître des perturbations cette semaine. Des organisations syndicales comptent bouder les classes, observer des grèves et autres débrayages. C'est pour exiger le respect des accords et le paiement intégral des indemnités de déplacement du bac et du BFM, entre autres. Mais du côté de l'État, on souligne que de gros efforts ont été faits pour satisfaire les doléances. C'est Elhadj Ndiogou qui nous parle de tout cela. Tout comme la FEDER qui déroule son 3e plan d'action demain et après-demain, le QSEMS, lui, va vers son premier plan d'action. Abdoulaye Ndoye est son secrétaire général. Le QSEMS va observer un débrayage le mercredi à partir de 10h, suivi d'assemblée générale dans tous les lycées et collèges du Sénégal. Et les jeudis, nous allons faire une grève totale. Ce mot d'ordre a été décrété pour pousser le gouvernement à trouver des solutions à leurs revendications. La matérialisation de l'accord sur l'alignement de l'indemnité de logement. Le deuxième point, c'est le respect des accords signés. Enfin, exiger également le paiement des rappels, parce qu'au mois de novembre, il n'y a pas eu de rappel. Et surtout, le
paiement intégral des indemnités du bac. Ces mots d'ordre et cette logique de confrontation ne se justifient pas, martèle le directeur de la formation et de la communication au ministère de l'Éducation nationale, Mohamed Moustapha Diagne, qui déclare que les doléances des enseignants ont été presque toutes satisfaites. Il n'y a jamais eu d'année où les indemnités liées au BAC et au BFM n'ont pas été totalement payées. Donc, ce qui veut dire que c'est juste une question de retard dans l'exécution de ce paiement-là. Maintenant, de façon plus globale, alors si vous allez dans la plateforme revendicative, sur les 33 points, seuls 3 donc aujourd'hui ne sont pas pris en charge. C'est le listing des maladies professionnelles, c'est l'indemnité de logement, ou la question donc du corps des administrations scolaires. Donc, sur les 33 points, les 28 sont pris en charge. Mais les syndicats d'enseignants disent attendre du gouvernement des actes concrets à la place de discours. L'alignement de l'indemnité de logement et le régime indemnitaire des agents de la fonction publique constituent entre autres les points d'achoppement entre le gouvernement et les enseignants. Merci. Elhadji Ndiogou, c'est l'un des titres de ce grand journal, un nouveau centre de contrôle technique des véhicules à Dakar. Il n'y en avait qu'un seul, alors ce centre annexe devrait mettre fin aux longues files d'attente que vous constatez peut-être sans doute, les longues files d'attente devant le centre de Anne. Cheikh Omar Gueye, le directeur des transports routiers au ministère des Transports. L'État donc a décidé d'ouvrir un centre annexe donc du centre de Anne qui est situé donc au niveau de Mbao. L'objectif effectivement c'est de désengorger donc déjà la surcapacité qui se trouve à Anne, a comme conséquence donc les longues files et donc la congestion dans cette zone-là. Donc le centre de Mbao, l'annexe de Mbao va recevoir les véhicules légers, donc en contre-visite, ça veut dire les taxis et les véhicules particuliers et les autres types de véhicules légers qui sont en contre-visite, donc désormais seront reçus au niveau du centre de Mbao. En sus de ces véhicules, on reçoit aussi en première visite, donc les véhicules légers âgés de moins de 8 ans, donc seront effectivement visités au niveau de Mbao. Les tarifs qui seront appliqués donc à ce niveau, parce qu'il s'agit là d'une visite technique donc manuelle, donc mécanique et visuelle. Contrairement au centre de Anne qui est automatique et visuel. Donc c'est pourquoi on a voulu sélectionner les véhicules de moins de 8 ans donc, qui sont considérés quasi neufs et les véhicules en contre-visite pour effectivement pouvoir donc faire ces visites techniques dans de bonnes conditions. Prévoir donc l'installation des lignes donc automatisées donc dans les 3 prochains mois pour effectivement basculer vers donc l'uniformisation comme ce qui se passe au niveau de Anne-Marie. Le directeur des transports routiers, Cheikh Omar Gueye, interrogé par Antoine Diouf, midi, presque 18 minutes. RFM. L'actualité internationale. L'actualité internationale présentée par Sornon Natambaye. Bonjour. Bonjour Babacar. Le Niger, report du procès des militaires accusés de tentative de coup d'État. L'audience a été renvoyée au 23 janvier prochain à la demande des avocats qui n'avaient pas toutes les pièces du dossier selon RFI. Les soldats avaient été arrêtés en 2015, parmi eux de hauts gradés. Ils voulaient mettre leur plan à exécution le 15 décembre de cette même année. Retour sur cette affaire avec Adia Aminata Diouf. C'est dans le grand amphithéâtre de gendarmerie de Niamey que s'est ouvert le procès des militaires impliqués dans le présumé coup d'État de juin 2015. Un procès attendu depuis 2 ans par les Nigériens et les familles des prévenus. Au total, une vingtaine de personnes civiles et militaires sont concernées. Officiellement, 9 hauts gradés des forces armées nigériennes ont été identifiés comme étant les meneurs. Il s'agit du général Salou Suleiman, ancien chef d'état-major des forces armées nigériennes, du colonel Edina Aoua, commandant de la base aérienne de Niamey à l'époque des faits, le commandant Narey Medoka, chef du 1er bataillon d'artillerie de Tilaberi et le lieutenant Ambali. Tous ont été arrêtés entre le 14 et le 15 décembre 2015. Lors d'une conférence de presse, le ministre de la Défense nationale de l'époque avait affirmé que les officiers arrêtés projetaient de passer à l'action le 18 décembre 2015 au retour à Niamey du président Issoufou Mahamadou des festivités du 57e anniversaire de la proclamation de la République à Maradi. Toujours selon la même source, les présumés putschistes ont été suivis pendant près d'1 mois et c'est grâce, dit-on, à la loyauté de certains soldats qui rendaient des comptes à leur hiérarchie que la tentative de coup d'État a été déjouée. À travers leurs avocats, les officiers aux arrêts
ont toujours clamé leur innocence. La Côte d'Ivoire, jour de procès également pour un proche de Laurent Gbagbo. Le procès de Jean-Noël Abbaye, ouvert en décembre dernier, a repris aujourd'hui. Cet ex-chef de bataillon est accusé de complot contre l'autorité de l'État et tentative d'attentat contre la sûreté de l'État. Les faits remontent au 23 décembre 2012. Il s'était réfugié au Ghana avant d'être arrêté puis extradé en 2013. Selon le président de la cour d'assises, le verdict pourrait tomber d'ici la fin de la semaine. Au Mali, les ministres des Affaires étrangères des pays membres du G5 Sahel qui se réunissent à Bamako. La réunion a pour objectif de faire le point sur l'opérationnalisation de la force conjointe. Les représentants des pays membres vont étudier plusieurs aspects, notamment politiques, institutionnels ou encore financiers. En dehors de cette rencontre de Bamako, d'autres sont prévues les prochains jours, comme la réunion de travail des ministres de la Défense, des chefs d'état-major des armées. Et le Tchad, toujours sur une mauvaise pente avec une situation économique inquiétante. Oui, après la baisse annoncée des salaires des fonctionnaires, le prix du carburant a été revu à la hausse. Le cadre de concertation des partis politiques de l'opposition démocratique et plusieurs autres coalitions de l'opposition ont publié une déclaration commune pour dénoncer ces mesures. Les signataires appellent le gouvernement à la raison et à rétablir le salaire des fonctionnaires. Des sources proches du gouvernement confient que ces mesures sont inévitables. Elles ont été suggérées par le Fonds monétaire international. Le Tchad traverse une crise financière depuis au moins 2 ans. Merci Sorno Natamaye. C'était le journal international. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, le débat va porter tout à l'heure sur les événements de Bofa Bayotte en Casamance, les 13 personnes tuées samedi en fin de journée, des coupeurs de route tués par des présumés autochtones qui défendent, disait-il, leur forêt. RFM Sport. Journal des sports, Youssouf Bodian, bonjour. Bonjour Babacar. Football, la Coupe du Monde 2018, le plan de préparation des Lions connu cette semaine. L'annonce est du deuxième vice-président de la Fédération sénégalaise de football. Les dates de regroupement et les adversaires du Sénégal pour les matchs amicaux seront donc connus du public. Abdoulaye Sow l'a dit à Kafrine au micro de Ibrahima Djamé. Au mois de mars, il y a une date FIFA, date que nous allons jouer. Il y a aussi la période à partir du 20 mai où tous les joueurs sont libérés pour la préparation de la Coupe du Monde. De cette période jusqu'au 14 juin, date à laquelle nous devons rallier Moscou, il est évident que nous aurons des matchs. Maintenant, nous sommes dans la phase de discussion avec certains pays. Le président Senghor en a parlé. Il y a un certain nombre de pays qui nous avaient sollicités. Nous aussi, nous analysons, nous écoutons l'entraîneur, nous écoutons le directeur technique, mais aussi nous voyons, nous aussi, les intérêts que la Fédération et le Sénégal peuvent y avoir. Donc, si nous arrivons à faire ce qu'on nous pensons que dans une semaine, tout cela sera ficelé et nous le porterons à l'attention du public. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que le Sénégal va jouer au mois de mars et va jouer pleinement 2 à 3 matchs pour la préparation prévue à partir du 20 mai 2018. La préparation il y a des données techniques, il y a des données climatiques, il y a des données environnementales, il y a des données financières. Tout cela dans un même panier. La réflexion se poursuit. Ces questions-là, comme je l'ai dit tantôt, sont à l'étude et nous pensons que d'ici la fin de la semaine prochaine, nous arriverons à rendre public le calendrier sur lequel nous travaillons depuis 2 mois. Abdoulaye Sow, vice-président de la Fédération sénégalaise de football. Le football en Europe, l'info du jour, Philippe Coutinho, qui est désormais catalan, il est un joueur de Barcelone officiellement. Le milieu de terrain brésilien a signé son contrat avec le FC Barcelone juste après sa visite médicale. Elle a permis de confirmer la blessure du désormais ex-joueur de Liverpool. Coutinho, présenté au public du Camp Nou à 13h30 GMT, va ensuite s'éloigner des terrains pendant au moins 20 jours. Il est donc blessé. Philippe Coutinho, transféré pour 160 millions d'euros, est devenu le 3e joueur le plus cher au monde derrière Kylian Mbappé et Neymar qui détient le record. Babacar Usain Bolt, joueur du Borussia Dortmund. C'est bien possible, hein? La légende du sprint mondial va effectuer un essai au mois de mars prochain au club allemand. Si les tests sont concluants, le Jamaïcain de 31 ans pourrait donc démarrer une carrière de footballeur loin des pistes d'athlétisme qu'il a survolées. L'ambition d'Usain Bolt est allée dans un entretien accordé au Sunday Express
jouer pour son club de cœur, tu devines un peu, Manchester United. Oui, il dit avoir eu des contacts avec Ferguson, il est sérieux. Et pour reparler de Coutinho, il a déjà pris son numéro, il va porter le 7 au Barça. Le basket, Youssouf, nouvelle formule. Le 7 qui était porté par Arda Turan, c'est ça. N'est-ce pas, voilà. qui déménage. Le basket, nouvelle formule cette saison pour le championnat national féminin. Les 12 clubs engagés seront désormais dans la même poule. C'est pour permettre aux filles de jouer plus de matchs dans la saison et afin de hausser leur niveau. Ce sont là les raisons évoquées par le directeur technique national qui a fait la proposition finalement acceptée par... Avait jugé nécessaire d'augmenter le nombre des matchs au niveau de nos joueurs, qu'il y ait une progression sur le plan du jeu et sur le plan de la performance. C'est dans ce sens-là que nous avons demandé à la fédération de le rédiger. On a de nos joueurs qui prétendent jouer en équipe nationale et qui jouent, et même il y en a qui jouent même. Prochain, précisément samedi 13 janvier, le budget est prévu par le comité directeur qui s'est réuni hier. Il est de 500 millions de francs CFA. Le Sénégal a d'ailleurs donc été classé par la FIBA Monde dans la catégorie A, au même titre que l'Angola, la Tunisie et le Nigeria, dont les budgets atteignent le milliard. C'est d'ailleurs la fédération dans le court terme. Youssouf Bodian, merci. C'était le journal des sports. RFM, la chronique du jour. Requiem post-mortem pour un animal errant mort dans l'indifférence générale sur la voie publique à Dakar. Cela peut paraître mal à propos de prononcer l'oraison funèbre d'un animal, d'un chien, juste un animal, pendant que le pays pleure ces 3 enfants froidement abattus à Niassia. Il y a surtout que l'émotion a tardé à prendre après ce carnage au sud du Sénégal, et cela traduit notre indignation trop sélective, ou plutôt notre absence de réaction tant qu'on n'est pas directement concerné par les événements. Chronique de notre rapport à la mort, de notre rapport à la vie tout court. Abdoulaye Cissé. Il est une habitude bien sénégalaise, celle de détourner le regard sur les problèmes pour ne pas interpeller sa propre conscience. On préfère guetter le défaut de l'autre, ses manquements pour les mettre en exergue. Le plus détestable de notre comportement collectif est notre rapport à la mort, à nos morts, paix à leur âme. Me vint à l'esprit Médor, un chien errant qui aime à remonter la file de voitures coincée dans la circulation sur la VDN, tel un motard slalom entre les véhicules pour gagner quelques mètres à chaque fois qu'une brèche s'ouvre. Il y a 10 jours, hélas, Médor a été mortellement fauché par une voiture. Ce gros chien a agonisé sur le bitume à l'indifférence générale jusqu'à son dernier souffle. Les plus attentifs des automobilistes ont pu éviter de lui rouler dessus. D'autres, plus préoccupés à s'engouffrer dans le moindre espace dans la circulation à hauteur de la foire direction le centre-ville, lui ont encore écrasé un membre comme pour prolonger sa lente et douloureuse agonie. Médor a rendu son dernier soupir là, sans l'aide de personne. Ce n'était que le début en fait. Le cadavre de cet animal mettra une bonne semaine d'un vendredi à l'autre sans jamais être dégagé. Nous avons tous détourné le regard. Je le confesse, il m'est arrivé d'être préoccupé par le sort de cette carcasse. D'autres diront que c'est ma curiosité malsaine de journaliste cherchant son histoire à raconter qui me fait marquer mon temps d'arrêt symbolique. Comme tout le monde, par un chauffeur de camion qui n'y a rien vu. Rien. Ce requiem pour un chien nous montre à suffisance que plus précoce de perte, mais un être vivant avant tout et qui méritait une fin digne. Ça, sport de 13 personnes froidement abattues ne provoque presque aucune. 13 vies sont tombées à Ziguinchor et presque rien. Le pays a continué à vivre comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Les moteurs de télé 100 ans n'ont pas semblé nous jour du temps à donner du temps à l'émotion. Chacun attend que l'autre s'indigne d'abord. C'est 1000 fois plus commode. Ça nous laisse temps de nous adonner à 2 ou 3 ans. À la vie doit changer. Il y a un temps pour l'émotion. Après, c'est plus ça devient de l'indignation de cirque. On connaîtra les siens. Abdoulaye Cissé. Merci. 12h31. RFM, la presse du jour. La revue de presse préparée et présentée. On ne parle que de ça. 13 jeunes tués dans la forêt de Bofa en Casamance. 13 jeunes exploitants forestiers froidement abattus.
tout simplement cruel. L'observateur porte le deuil horrible du drame. Et sans surprise, ne manque pas la mort dans l'âme de qualifier ce qui s'est passé samedi dans le département de Ziguinchor. Horreur à Ziguinchor. Ainsi parle Sud Quotidien. Barbe abominable quand même de l'ignominie, indique enquête. Ignominie parce que les journaux le précisent tous dimanche, des 13 jeunes tués, les 10 l'ont été par balle, par arme blanche et ont brûlé vif. L'observateur s'en émeut en affirmant que 2 des victimes ont été égorgées et une autre brûlée vive. La liste complète des personnes tuées et des blessés est d'ailleurs publiée à la page 7 de l'Observateur. Et à la page 6, le récit d'un film sanglant. L'horreur racontée par un miraculé. Ahmadou Diallo, qui selon mon confrère revient de loin, de très loin. Il raconte, je le cite, « Les assaillants nous ont demandé de nous coucher ventre à terre et nous ont arrosé de balles ». L'horreur de la boucherie de Bofa, c'est aussi dans Vox Populi où des rescapés du massacre racontent la scène. Le journal fait état d'un effroyable récit et l'État a réagi. Réaction mise en exergue par le quotidien national Le Soleil qui nous apprend que la traque aux assassins est lancée. L'État n'a pas fait que décréter un deuil national de 2 jours, lundi et mardi. Selon Le Soleil, le chef de l'État a convoqué immédiatement le Conseil national de sécurité aux fins de prendre des décisions qui annoncent une traque impitoyable des mises en cause afin de les arrêter et les traduire en justice. Le chef de l'État, dans son adresse à la nation le 31 décembre dernier, avait évoqué le conflit casamançais en lançant un appel à la paix. Une semaine après, 13 jeunes sont froidement tués. Le quotidien assimile cette tuerie à une réponse sanglante. Mais dans son commentaire du jour, Madiambal Diagne, député, rumine tant d'en finir et définitivement avec le MFDC. À son avis, un rapport de force doit être imposé aux rebelles jusqu'à ce qu'ils acceptent un désarmement sans condition. Mais comment en est-on arrivé à ce massacre? Le Témoin à sa page 3. Ce qui pourraient être les raisons d'un massacre. Plusieurs thèses selon le journal. D'abord, les qui ont promis une paix définitive en Casamance en 2000, des déclarations ne reposent sur aucune garantie des véritables chefs du maquis. Pour ce qui est du front sud, l'aile extérieure MFDC et particulièrement le cercle des intellectuels et universitaires serait rupture entre les émissaires de l'État et les César Atoute Badiat. L'animosité entre César Atoute Badiat et Salif Sadio qui a entraîné la division de toute l'aile combattante du MFDC. L'implication de la congrégation italienne Sant'Egidio qui isole César Atoute Badiat justement. Libération indique que tout laisse croire que c'est son camp qui a signé cette boucherie qui n'est rien d'autre qu'un acte pour saboter le processus de paix définitive en Casamance qui a pris forme depuis octobre dernier. Selon le journal, les premiers témoignages recueillis par l'armée révèlent que la tragédie de samedi était une. Un nouveau titre dans les kiosques. Source A. Le journal évoque l'horreur à Borofaï mais met en exergue les marchés de la diversité. Et pour cause, Source A fait état d'un autre fromage filé aux Français. Après Necotrans, Eiffage, France Télécom, c'est au tour, selon mon confrère, de la marque Ensemble d'obtenir sa part du gâteau dans le marché économique sénégalais. La société française a presque fini de gagner les universités sénégalaises. À lire à la page 5 de Source A, dont l'objectif est décliné dans le premier éditorial de son directeur de publication, livrer des informations vraies et impartiales. Bon vent à vos kiosques et bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue, on y est. On a 10 minutes pour parler de ce qui s'est passé samedi dans la commune de Niassia, dans cette forêt de Bofa-Bayotte, où 13 coupeurs de route ont été tués. Pour parler de ça, de ce sujet, nous sommes avec Ndeye Marie Thiam, présidente de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bokari Domingo Mané, vous êtes journaliste, vous travaillez à Sud Quotidien. Vous êtes d'ailleurs, ça tombe bien, originaire de la Casamance. Bonjour, Bakari. Bonjour. Ndeye Marie Thiam, est-ce que ce que vous avez entendu depuis samedi vous pousse à faire une conclusion que, en tout cas, ce n'est pas un acte politique ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé depuis samedi vient bouleverser les esprits et entamer les espoirs de paix en Casamance. C'est un incident qui est regrettable et malheureux puisqu'il y a eu des pertes en vie humaine. Mais cela ne saurait en rien être une entrave ou bien un frein
aux inlassables efforts consentis dans le processus de paix en Casamance. Il faudra peut-être qu'on connaisse les véritables raisons de ce qui s'est passé. Je pense qu'on ne devrait pas, de prime abord, pointer du doigt qui que ce soit. Il y a eu un fait que nous regrettons. Mais il faudrait exploiter plusieurs pistes. Oui. On pourrait exploiter plusieurs pistes. Par exemple, sans vouloir accuser qui que ce soit. Tout le monde sait, et même les autorités locales savent, qu'entre le village de Bofa et le village de Brofaï, il y a des problèmes. Et ce contentieux n'est pas vidé. On sait également que le problème de l'exploitation de la noix d'anacarde est également un problème qui est là, qui est patent. On sait également que l'exploitation abusive du bois est un problème. C'est pour ça que je souhaiterais demander, avant de poursuivre avec vous, les Mariam, demander à Bakary Domingo Mané. Alors, tout ça, on savait. Bakary Domingo Mané. Oui, je vous entends. Oui, allô? C'est mon technicien qui... Oui, je disais, on savait alors. Voilà, je disais, permettez-moi d'abord de m'incliner devant la mémoire, n'est-ce pas, des disparus, des jeunes, n'est-ce pas, qui étaient partis couper du bois et malheureusement qui ont été victimes de ce drame. Mais il faut dire que cette situation était prévisible, compte tenu vraiment de ce conflit centenaire, un conflit où justement les trois présidents qui se sont succédés devant la tête de ces pays, évidemment, avec son propre style. Aujourd'hui, le style, n'est-ce pas, Macky Sall, qui est le style de la discrétion, qui semble jouer avec le temps, alors que des réponses, disons, à prendre pour le règlement de ce conflit, c'est-à-dire qu'on n'a rien compris du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au-delà même de cette question-là, de la crise casamançaise, qui génère aujourd'hui, n'est-ce pas, une pauvreté, n'est-ce pas, que tout le monde connaît, alors que tout le monde savait que la Casamance est le Sénégal. Mais aujourd'hui, face à cette situation, les champs, n'est-ce pas, sont minés, les jeunes ne peuvent plus aller en forêt. Donc, l'un dans l'autre, aujourd'hui, la population est l'une des populations, est l'une des populations les plus pauvres du Sénégal. Donc, compte tenu de cette situation, des jeunes qui ont tenté l'immigration ne peuvent plus y aller, ils ont préféré rester dans le pays, mais en allant couper l'espace et en participant à la déforestation. Alors, les villageois, n'est-ce pas, aussi, ne veulent pas aujourd'hui qu'on coupe, n'est-ce pas, comme ça, de façon habituelle. Les raisons, pour résumer, sont vraiment fondamentalement économiques. Oui, pour moi, les raisons sont fondamentalement économiques. C'est pourquoi donc, vous donnez la permission vraiment de m'indigner devant le commentaire, disons, de certains confrères qui commencent à indexer, n'est-ce pas, du doigt les MFDC, alors que l'armée qui a ce dossier, qui est en train de faire, n'est-ce pas, les enquêtes, n'a pas encore, disons, trouvé les véritables auteurs. Je pense qu'il faut savoir raison garder. Et que dans tous les cas, ce conflit avancé, évidemment, tout le monde le sait, ce n'est pas par la force, n'est-ce pas, qu'on le réglera. Au contraire, comme l'a dit le président de la République, c'est par le dialogue. Et d'ailleurs, cette force, écoutez, je pense que vous étiez là, du temps de Diouf. Diouf avait utilisé l'option du tout sécuritaire, mais il n'est pas parvenu, n'est-ce pas, à bout, n'est-ce pas, de ce conflit. Finalement, il a planté, disons, l'option politique.